Bonjour à tous. Bienvenue dans Mr. Mystic Horror Stories. Ce soir, nous vous présentons cette histoire d'horreur policière profondément troublante et basée sur des faits réels qui vous feront remettre en question ce que les agents des forces de l'ordre rencontrent vraiment lorsqu'ils répondent à des appels au milieu de la nuit. Ce ne sont pas des contes de fiction, mais de véritables incidents documentés dans des rapports de police, des témoignages de témoins et des dossiers officiels qui n'ont jamais fait la une des journaux grand public. Chaque histoire a été méticuleusement compilée à partir de sources vérifiées, notamment des archives de services de police, des documents judiciaires et des récits de première main d'agents qui ont vécu des expériences qui ont brisé leur compréhension de la réalité. Le travail policier expose les individus aux coins les plus sombres de l'existence humaine. Mais certains cas transcendent l'explication, laissant même les détectives chevronnés à la recherche de réponses que la logique ne peut fournir. Si vous appréciez le contenu d'horreur authentique qui comble le fossé entre le vrai crime et l'inexpliqué, abonnez-vous à Burier-Fil et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enquêtes sur des cas qui brouillent la ligne entre l'activité criminelle et le surnaturel. Après avoir écouté ces récits déchirants, nous voulons avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous pour savoir si vous pensez que certains incidents défient l'explication rationnelle ou s'il y a toujours une réponse logique qui attend d'être découverte. Maintenant, installez-vous confortablement alors que nous examinons 7 cas qui ont poussé les agents des forces de l'ordre à leur point de rupture absolue et ont laissé des cicatrices permanentes à ceux qui ont osé enquêter sur les ténèbres. L'agent Carter travaillait au quart de nuit depuis 3 ans, et pendant ce temps, il avait répondu à des centaines d'appels pour troubles domestiques. La plupart d'entre eux suivaient le même schéma prévisible. Les voisins signalaient des cris ou le bruit de verre brisé. Il arrivait sur les lieux, séparait les parties en conflit, prenait des déclarations, et effectuait soit une arrestation, soit partait après que les tensions se soient apaisées. C'était un travail de routine qui ne le surprenait plus vraiment. Mais l'appel qui est passé par la centrale à 2h47 du matin, par un matin de février glacial, allait briser toutes les suppositions que Carter avait sur ce qui était possible dans son travail. L'adresse était le 4738 Millbrook Road, une ferme isolée à environ 20 minutes en dehors de la ville. La répartitrice a relayé qu'une femme avait appelé le 911, signalant que quelqu'un essayait de s'introduire chez elle. Elle a dit que son mari était en déplacement pour affaires et qu'elle était seule avec ses 2 enfants. L'appel avait été frénétique, la voix de la femme aiguë et tremblante. Puis la ligne s'est coupée. La centrale a essayé de rappeler plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Carter a confirmé qu'il était en route et a accéléré sa voiture de patrouille le long des routes de campagne sombres. Quand il est arrivé sur la propriété, tout semblait anormal dès le départ. Le long chemin de gravier menait à une ferme blanche de 2 étages entourée de champs vides. Chaque lumière de la maison était allumée, illuminant la cour déserte et projetant de longues ombres sur l'herbe couverte de givre. La porte d'entrée était grande ouverte malgré la température sous le point de congélation. Une berline familiale était garée dans l'allée, son capot froid au toucher. Carter s'est approché lentement, sa main reposant sur son arme de service alors qu'il annonçait sa présence. Personne n'a répondu. Il est entré par la porte ouverte dans le salon et a immédiatement senti la chaleur du système de chauffage fonctionnant à plein régime. La télévision était allumée, diffusant un téléachat de fin de soirée avec le volume baissé. Des jouets d'enfants étaient éparpillés sur le tapis au milieu de ce qui semblait être un jeu interrompu. Un lapin en peluche rose gisait face contre terre près du canapé. Des blocs de construction formaient une tour inachevée. Un dessin d'enfant était posé sur la table basse, les crayons encore éparpillés à côté comme si le jeune artiste avait été appelé. Soudain, Carter a appelé à nouveau, s'identifiant comme policier. La maison restait silencieuse à l'exception du faible bourdonnement de la télévision et du chauffage à air forcé. Il a traversé le salon pour entrer dans la cuisine et a trouvé une scène qui lui a fait frémir la peau. La table de la cuisine était dressée pour le dîner avec 4 couverts. 3 assiettes contenaient encore de la nourriture, une sorte de casserole avec des haricots verts et des petits pains en accompagnement. La nourriture était encore chaude, de la vapeur s'élevant faiblement d'une des assiettes. Des verres de lait étaient posés à côté de chaque assiette, à peine touchés. Une 4e chaise avait été renversée en arrière et gisait sur le sol. Le téléphone pendait du support mural, le combiné se balançant légèrement à bout de cordon. Carter a pris le combiné et n'a entendu que la tonalité. C'était le téléphone depuis lequel l'appel au 911 était parti. Sa formation lui disait de vider la maison pièce par pièce pour s'assurer qu'il n'y avait pas de menace immédiate avant d'enquêter plus avant. Il a parcouru le rez-de-chaussée, vérifiant la salle de bain, un petit bureau et une buanderie, tous vides, tous montrant des signes d'occupation récente, mais sans personne. Dans le bureau, un ordinateur était encore en marche, son écran affichant un jeu vidéo en pause. Dans la buanderie, la machine à laver avait terminé son cycle, les vêtements mouillés à l'intérieur attendant d'être transférés dans la sécheuse.
À l'étage, il a trouvé 3 chambres. La chambre principale avait un lit défait et des vêtements étalés sur le couvre-lit, comme si quelqu'un avait été en train de décider quoi porter. Les 2 plus petites chambres appartenaient clairement à des enfants. Un garçon et une fille selon les décorations. Les 2 pièces étaient rangées, les lits faits, tout en ordre. Carter est redescendu et s'est tenu dans la cuisine, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Une famille avait été là il y a moins d'1 heure. Ils avaient été en train de dîner. Les enfants avaient joué. Puis quelque chose s'était passé qui les avait fait partir si soudainement qu'ils n'avaient même pas éteint les lumières ou fermé la porte d'entrée. Mais leur voiture était toujours là. La température extérieure était bien en dessous de 0. Où pouvaient-ils être allés à pied et pourquoi? C'est alors que Carter a remarqué la porte du sous-sol. Elle était située à côté de la cuisine, partiellement cachée derrière un placard de garde-manger. La porte était légèrement entr'ouverte, juste de quelques centimètres, assez pour révéler les ténèbres au-delà. Carter n'avait pas encore vérifié le sous-sol. Il s'est approché lentement de la porte et l'a complètement ouverte. Un escalier en bois descendait dans l'obscurité. L'interrupteur était sur le mur en haut des marches. Mais quand Carter l'a actionné, rien ne s'est passé. Les lumières du sous-sol étaient éteintes, soit éteintes depuis en bas, soit les ampoules étaient mortes. Il a récupéré sa lampe de poche de sa ceinture de service et l'a braquée vers le bas. Le faisceau coupait l'obscurité, révélant des marches en béton menant à un sol en ciment. Carter est descendu lentement, testant chaque marche avant de poser tout son poids dessus. Les escaliers en bois grinçaient sous ses bottes. L'air devenait plus froid à mesure qu'il descendait, sensiblement plus froid que la maison chauffée au-dessus. Son faisceau de lampe balaya le sous-sol alors qu'il atteignait la dernière marche. C'était un grand espace brut avec des murs en béton et des poutres en bois apparentes au plafond. Des boîtes de rangement étaient empilées le long d'un mur. Un vieux fournet se trouvait dans le coin, connecté à des conduits qui se ramifiaient au plafond. Une laveuse et une sécheuse étaient posées contre un autre mur, des modèles plus anciens qui semblaient être des secours pour l'installation plus récente à l'étage. Tout semblait normal pour un sous-sol de ferme. Puis Carter l'a entendu. Un faible grattement, comme quelque chose traîné sur le béton. Cela venait du coin éloigné du sous-sol, hors de portée de sa lampe de poche. Il a appelé, s'identifiant à nouveau comme policier, ordonnant à quiconque de se montrer. Le grattement s'est arrêté. Le silence remplissait le sous-sol, épais et oppressant. Carter s'est avancé, balayant l'espace avec sa lumière. Le faisceau a atterri sur le coin éloigné, et il l'a vu. Une section du mur en béton avait été enlevée, pas cassée ou endommagée, mais soigneusement démontée brique par brique. Derrière le mur se trouvait une ouverture sombre, un tunnel qui s'enfonçait plus profondément dans la terre sous la maison. Le tunnel faisait environ 1,20 m de haut et 1 m de large, clairement creusé à la main à travers la terre et l'argile. Des supports en bois avaient été installés le long des côtés et du dessus, empêchant l'effondrement. Le grattement venait de quelque part à l'intérieur de ce tunnel. Carter sentait chaque instinct de son corps lui crier d'appeler du renfort, de sortir de ce sous-sol et d'attendre l'arrivée d'autres agents. Mais l'appel au 911 avait mentionné des enfants. S'il y avait une chance que ces enfants soient là en bas, il ne pouvait pas attendre. Il s'est accroupi et est entré dans le tunnel, sa lampe de poche dans une main et son autre main sur son arme. Le tunnel s'étendait sur environ 5 mètres avant de s'ouvrir sur une chambre plus grande. Carter a émergé dans une pièce creusée d'environ 3 mètres sur 3 mètres avec les mêmes supports en bois retenant les murs de terre. Le plafond était juste assez haut pour qu'il puisse se tenir debout s'il se penchait légèrement. Ce qu'il a vu dans cette chambre resterait avec lui chaque jour pour le reste de sa vie. La pièce avait été aménagée comme un espace de vie. Il y avait un lit de camp avec des couvertures. Une petite lanterne à batterie était posée sur une caisse renversée qui servait de table. Des contenants alimentaires vides étaient empilés dans un coin. Mais ce qui a attiré l'attention de Carter était le mur opposé à l'entrée. Il était couvert de photographies, des centaines d'épinglés aux poutres de support en bois. C'étaient des photos de surveillance de la famille vivant dans la maison au-dessus. Des photos de la mère sortant la poubelle, des photos des enfants jouant dans la cour, des photos prises à travers les fenêtres montrant la famille en train de dîner, de regarder la télévision, de dormir dans leur lit. Certaines des photos étaient datées, remontant à plus de 2 ans. Au centre du mur de photographie se trouvait une grande carte dessinée à la main de l'intérieur de la maison. Chaque pièce était étiquetée avec des notes sur les routines quotidiennes de la famille. À quelle heure ils se réveillaient, quand les enfants allaient à l'école, quand la mère était seule à la maison, le calendrier des déplacements professionnels du père. Tout de leur vie avait été documenté avec un détail obsessionnel. À côté de la carte se trouvaient des listes écrites d'une écriture serrée, titrées avec des dates. Chaque liste décrivait ce que la famille avait fait ce jour-là, ce qu'ils avaient mangé, ce qu'ils avaient porté. Des conversations qui avaient été entendues.
Carter a réalisé avec horreur que quelqu'un vivait sous cette maison depuis des années. Observant cette famille, documentant chaque aspect de leur vie. Le tunnel avait été creusé depuis quelque part d'autre, probablement un point d'accès loin de la maison, et avait été élargi sur une longue période. Celui qui avait créé cela avait été patient, méthodique et complètement indétectable jusqu'à ce soir. Mais où était cette personne maintenant? Et où était la famille? Il a entendu le grattement à nouveau, plus proche cette fois, venant de derrière lui. Carter s'est retourné, et le faisceau de sa lampe a capté un mouvement à l'entrée du tunnel. Une figure rampait à travers, se déplaçant vers lui. Dans l'espace confiné et le faible éclairage, Carter ne pouvait pas distinguer les détails. Seulement une forme humaine bloquant sa seule sortie. Il a dégainé son arme et a crié des ordres de s'arrêter et de montrer les mains. La figure continuait à avancer, plus vite maintenant, se précipitant en avant à quatre pattes. Carter a pris une décision en une fraction de seconde. Il ne pouvait pas tirer dans cet espace confiné sans savoir à qui il tirait. Cela pourrait être l'un des membres de la famille. Il s'est déplacé sur le côté autant que la chambre exiguë le permettait et a braqué sa lampe directement sur la figure approchante. Le faisceau a illuminé le visage d'un homme, aux yeux écarquillés et couverts de terre, la bouche ouverte dans une grimace silencieuse. L'homme s'est élancé en avant et Carter n'a pas eu le choix. Il a tiré 2 fois. Le son était assourdissant dans la chambre souterraine, ses oreilles sifflant alors que la figure s'effondrait à l'entrée du tunnel. Carter a immédiatement appelé du renfort sur sa radio, surpris d'avoir encore de la réception si profondément sous terre. Il a gardé son arme braquée sur la figure en attendant, regardant pour tout mouvement. L'homme était clairement mort. Les tirs de Carter avaient été précis à courte portée. En quelques minutes qui semblèrent des heures, il a entendu des voix au-dessus dans le sous-sol. D'autres agents arrivant sur les lieux. Ils l'ont appelé et il a crié en retour son emplacement. Bientôt, la petite chambre était remplie d'agents, d'enquêteurs de la scène de crime et de personnel d'urgence. L'enquête qui a suivi a révélé toute l'ampleur de l'horreur. L'homme que Carter avait abattu a été identifié comme un vagabond avec des antécédents de harcèlement et de cambriolage dans 3 autres États. Il avait apparemment choisi la ferme à cause de son emplacement isolé et avait passé près de 3 ans à créer le système de tunnel et la pièce souterraine. L'entrée du tunnel était située à près de 200 mètres de la maison, cachée dans un regard d'égout sur la propriété. Il était entré régulièrement dans la maison quand la famille était absente, volant de petits objets, déplaçant des choses, accédant à leurs ordinateurs et dossiers téléphoniques. Mais ce qui s'était passé la nuit de l'appel au 911 restait un mystère qui hantait Carter plus que tout ce qu'il avait découvert. La famille n'a jamais été retrouvée. Pas dans les tunnels, pas sur la propriété, nulle part dans la zone environnante. Malgré des recherches approfondies impliquant des dizaines d'agents et de volontaires, leur voiture était toujours dans l'allée. Leur téléphone et portefeuille étaient toujours dans la maison. Aucun corps n'a jamais été récupéré. C'était comme s'ils avaient simplement disparu de leur table de cuisine au milieu du dîner. La théorie dominante était que le harceleur les avait enlevés d'une manière ou d'une autre, peut-être avec l'aide d'un complice qui n'avait pas été identifié. Mais il n'y avait aucune preuve de personnes supplémentaires impliquées. Aucune empreinte à part celle de la famille et du harceleur. Aucune trace de pneu d'un autre véhicule. L'appel au 911 de la mère avait signalé quelqu'un essayant de s'introduire, mais il n'y avait aucun signe d'effraction nulle part dans la maison. La porte d'entrée avait été ouverte de l'intérieur, pas forcée. Quoi qu'il se soit passé dans ces dernières minutes avant l'arrivée de Carter reste inexpliqué. Carter est resté dans les forces pendant 2 autres années après cette nuit. Mais l'incident l'a fondamentalement changé. Il faisait des cauchemars sur la pièce souterraine, sur les photographies couvrant le mur, sur le visage du harceleur dans le faisceau de sa lampe. Mais pire que tout cela était la connaissance qu'il était arrivé trop tard. S'il était arrivé 10 minutes plus tôt, 5 minutes plus tôt, il aurait pu sauver cette famille. 3 personnes avaient disparu, dont 2 enfants, et malgré ses meilleurs efforts, il avait échoué à les protéger. Il pensait à eux constamment. Il a visité la ferme plusieurs fois pendant l'enquête, marchant à travers les pièces qui contenaient encore les possessions de cette famille, figées dans le temps depuis la nuit de leur disparition. Il a assisté à des conférences de presse où les proches de la mère suppliaient pour des informations. Il a fouillé des bases de données pour tout signe que les membres manquants de la famille avaient été retrouvés, espérant une conclusion qui n'est jamais venue. Le dossier restait ouvert, techniquement, mais sans nouvelles pistes et sans preuve de ce qui s'était réellement passé, il a refroidi. Finalement, Carter a demandé un transfert à un poste de bureau, incapable de continuer le travail de patrouille sans penser à cette nuit chaque fois qu'il répondait à un appel. Il a complété ses années requises pour la retraite et a pris sa retraite anticipée, déménageant dans un autre état où il pourrait essayer de construire une vie qui n'était pas éclipsée par le souvenir de ce qu'il avait trouvé sous cette ferme. Mais il ne s'en est jamais vraiment échappé.
Le dossier d'enquête était toujours assis dans une salle d'épreuve quelque part, prenant la poussière aux côtés de centaines d'autres mystères non résolus. Et quelque part, la vérité sur ce qui était arrivé à cette famille restait cachée, connue seulement de quelques forces qui les avaient pris de leur maison cette nuit de février glacial. Le détective Thompson travaillait au quart de nuit depuis 8 ans, et il pensait avoir vu tous les types de violences domestiques qui existaient. Il avait répondu à des appartements où des couples se criaient dessus à propos d'argent. Il avait arrêté des hommes qui mettaient les mains sur leurs partenaires dans une rage ivre. Il avait réconforté des enfants qui se recroquevillaient dans des placards pendant que leurs parents détruisaient la maison autour d'eux. C'était la pire partie du travail. Mais Thompson avait développé une peau épaisse et une approche méthodique pour gérer ces situations. Désamorcer, séparer, documenter, arrêter si nécessaire. Le système n'était pas parfait, mais il fonctionnait habituellement pour arrêter la violence immédiate et donner aux victimes une chance d'échapper aux situations dangereuses. Ce que Thompson ne s'attendait pas, c'était de répondre à un appel où la violence n'avait rien à voir avec la relation entre les personnes impliquées et tout à voir avec quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. L'appel est arrivé à 23h43, un mercredi soir. Une femme frénétique a signalé avoir entendu des cris venant de l'appartement voisin du sien, l'appartement 4B, dans un complexe de logements sociaux du côté et de la ville. La femme a dit qu'elle avait entendu un homme et une femme se disputer bruyamment pendant environ 10 minutes. Puis la dispute s'était transformée en cri. Puis elle avait entendu des sons de lutte et quelque chose se briser. Elle avait immédiatement appelé le 911. Thompson et son partenaire, l'agent Rodriguez, n'étaient qu'à quelques pâtés de maison quand l'appel est passé. Ils sont arrivés au complexe en 4 minutes. L'immeuble d'appartement était une structure de 3 étages qui avait connu des jours meilleurs. Peinture écaillée, marches en béton fissuré, éclairage faible dans les couloirs. Thompson et Rodriguez sont entrés par la porte principale et ont monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Alors qu'ils approchaient de l'appartement 4B, ils pouvaient voir qu'une petite foule s'était rassemblée dans le couloir. 3 voisins se tenaient devant leurs propres appartements, attirés par le tumulte. Une femme âgée en peignoir frappait à la porte du 4B avec son poing, criant à quiconque était à l'intérieur d'ouvrir. C'était la femme qui avait fait l'appel au 911. Thompson lui a demandé de s'écarter et s'est approché de la porte lui-même. Il a frappé fermement et s'est identifié comme policier, ordonnant à quiconque à l'intérieur d'ouvrir la porte. Pendant un moment, il y a eu silence. Puis il a entendu un faible gémissement, distinctement masculin, venant de l'intérieur de l'appartement. C'était un son de douleur, désespéré et s'affaiblissant. Thompson a frappé à nouveau, plus fort cette fois, répétant ses ordres. Aucune réponse sauf ce gémissement terrible. Il a regardé Rodriguez et ils ont tous deux compris ce qui devait se passer. Quelqu'un à l'intérieur était blessé et avait besoin d'une aide immédiate. Ils avaient des motifs pour entrer. Rodriguez a récupéré le bélier de leur voiture de patrouille pendant que Thompson continuait d'annoncer leur présence. Les voisins regardaient avec des yeux écarquillés tandis que les 2 agents se positionnaient à la porte. Au compte de 3, Rodriguez a balancé le bélier et la porte a éclaté vers l'intérieur, le cadre se brisant autour de la serrure. Thompson est entré le premier, sa main sur son arme mais pas dégainée, balayant l'appartement pour des menaces. Ce qu'il a vu dans le petit salon l'a figé une fraction de seconde avant que sa formation ne reprenne le dessus. Un homme gisait sur le sol au centre de la pièce, sur le dos, immobile. Du sang s'était accumulé autour de sa tête, se répandant sur la moquette usée. Debout au-dessus de lui se trouvait une femme, peut-être 30 ans, portant un jean et un t-shirt blanc, maintenant éclaboussé de rouge. Ses mains étaient à ses côtés, tremblant violemment. Ses yeux étaient fixés sur l'homme au sol, écarquillé de choc. Entre la femme et la porte où Thompson se tenait, se trouvait une table basse renversée et les restes brisés de ce qui avait été une lampe. La scène racontait une histoire claire d'une altercation physique qui avait tourné au meurtre. Thompson a immédiatement appelé les services médicaux d'urgence pendant que Rodriguez allait sécuriser la femme, la prenant doucement par le bras et la guidant loin du corps. La femme n'a pas résisté. Elle se déplaçait mécaniquement comme dans une transe, se laissant conduire dans le coin éloigné de la pièce. Thompson s'est agenouillé à côté de l'homme et a vérifié le pouls. Il était là, faible et irrégulier, mais présent. L'homme était encore en vie. La blessure à la tête était sévère, du sang s'écoulant encore d'une entaille au-dessus de sa tempe droite. Thompson a appliqué une pression avec sa main en attendant les paramédicaux, sachant que chaque seconde comptait. Rodriguez a demandé à la femme ce qui s'était passé. Au début, elle n'a pas répondu, regardant juste l'homme blessé avec cette même expression choquée. Rodriguez a répété la question plus fermement. La femme a finalement parlé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle a dit que l'homme s'appelait Marcus.
Ils ne se connaissaient pas. Il avait frappé à sa porte il y a 20 minutes, demandant à utiliser son téléphone parce que sa voiture était tombée en panne dehors. Elle l'avait laissé entrer. Ils étaient debout dans la cuisine pendant qu'il faisait son appel. Puis quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était emparé de lui. Tout son corps s'était raidi. Ses yeux s'étaient révulsés et il avait commencé à parler d'une voix qui n'était pas la sienne. Thompson a levé les yeux de l'homme blessé, confus par la déclaration. Rodriguez lui a demandé de préciser ce qu'elle voulait dire. La femme a dit que Marcus s'était tourné vers elle avec les yeux toujours révulsés, montrant seulement le blanc, et avait commencé à dire des choses d'une voix profonde et rauque. Il disait qu'elle devait mourir, qu'elle était choisie, que ce serait rapide. Puis il s'était élancé sur elle, les mains tendues vers sa gorge. Elle avait couru dans le salon, essayant d'atteindre la porte. Il l'avait rattrapée, et il s'était battu. Elle avait attrapé la lampe sur la table et l'avait balancée contre lui, le frappant à la tête. Il était tombé et avait encore heurté sa tête sur le coin de la table basse en tombant. C'était la dernière chose dont elle se souvenait avant l'arrivée de la police. Thompson et Rodriguez ont échangé des regards. L'histoire de la femme ressemblait à une tentative évidente de justifier ce qui avait été une confrontation violente, affirmant que l'homme l'avait attaquée sans provocation et qu'elle avait agi en légitime défense. Mais il y avait des problèmes avec ce récit. Premièrement, si Marcus l'avait vraiment attaqué avec l'intention de tuer, il devrait y avoir des marques sur sa gorge ou d'autres signes d'agression. Thompson pouvait voir de l'autre côté de la pièce que le cou de la femme était sans marque. Deuxièmement, les voisins avaient signalé avoir entendu une dispute avant que la violence n'escalade. Si Marcus avait soudainement été possédé ou avait une crise, comme le prétendait la femme, il n'y aurait pas eu le temps pour une dispute prolongée. Quelque chose dans son histoire ne collait pas. Les paramédicaux sont arrivés et ont pris en charge le traitement de Marcus. Ils l'ont chargé sur une civière et l'ont emmené en urgence hors de l'appartement, se dirigeant vers le centre de traumatologie le plus proche. Thompson savait que la blessure à la tête était assez sérieuse pour que Marcus ne survive pas. Et s'il mourait, cette scène deviendrait une enquête pour homicide. Il devait sécuriser les preuves et obtenir une déclaration claire de la femme avant que quoi que ce soit ne soit davantage perturbé. Il l'a informée qu'elle était détenue pour interrogatoire et lui a lu ses droits. Elle a hoché la tête, engourdie, toujours dans le même état de choc. Rodriguez a commencé à photographier la scène pendant que Thompson interrogeait les voisins rassemblés. La femme âgée qui avait appelé le 911 a dit qu'elle avait entendu l'homme et la femme se disputer bruyamment à propos d'argent. L'homme accusait la femme de lui voler. La femme avait nié et lui avait dit de partir. La dispute avait escaladé de là, devenant plus forte et plus agressive, jusqu'à ce qu'il y ait des bruits de meubles qui se brisaient, et puis le silence suivi de cet affreux gémissement. Un autre voisin a corroboré cette chronologie, disant que la dispute avait duré au moins 10 minutes avant de devenir physique. Cela contredisait directement l'affirmation de la femme selon laquelle Marcus l'avait attaqué soudainement sans avertissement. Thompson est retourné vers la femme et l'a confrontée avec ses déclarations de témoin. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis des larmes ont commencé à couler sur son visage et elle a changé son histoire. Elle a admis qu'elle et Marcus se connaissaient. Ils avaient été impliqués dans une transaction de drogue plus tôt ce jour-là. Marcus prétendait qu'elle l'avait lésé sur le paiement. Il s'était présenté à son appartement exigeant le reste de l'argent. Elle ne l'avait pas. La dispute était devenue violente quand il l'avait attrapée et poussée contre le mur. Elle s'était défendue, attrapant la lampe et le frappant plus fort qu'elle ne l'avait intentionnellement. Tout le reste était vrai. Il était tombé et avait heurté sa tête sur la table. Elle avait paniqué et inventé l'histoire selon laquelle il avait attaqué sans provocation parce qu'elle avait peur d'être arrêtée pour agression. Cette nouvelle version des événements avait plus de sens étant donné les déclarations des témoins. Mais Thompson sentait toujours que quelque chose clochait dans toute cette situation. Il a demandé à la femme de s'asseoir sur le canapé pendant que Rodriguez continuait à documenter la scène. Alors que Thompson faisait le tour de l'appartement à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait fournir un contexte supplémentaire, il a remarqué quelque chose d'étrange. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait le téléphone de Marcus, toujours déverrouillé et affichant ses appels récents. Thompson l'a pris et a défilé. Le dernier appel que Marcus avait passé était à quelqu'un listé comme « maman » dans ses contacts. L'appel avait duré moins d'1 minute et avait été passé à 23h29, environ 14 minutes avant l'appel au 911. Thompson a écouté le message vocal que la mère de Marcus avait laissé en le rappelant. Son message était frénétique. Elle disait qu'elle venait de recevoir un appel étrange de Marcus où il n'avait pas semblé être lui-même. Sa voix avait été différente, plus profonde, et il avait dit des choses dérangeantes qui n'avaient aucun sens. Elle le suppliait de la rappeler et de lui dire qu'il allait bien. Thompson a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il a vérifié l'horodatage du message vocal. Il avait été laissé à 23h31,
2 minutes après que Marcus eut appelé sa mère et au moins 10 minutes avant la confrontation violente, selon les déclarations des témoins. Mais la femme avait dit que Marcus avait passé un appel téléphonique après être arrivé à son appartement, ce qui aurait été vers 23h25 selon sa chronologie. Si Marcus avait appelé sa mère à 23h29 et que sa mère avait immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa voix, cela signifiait que quelque chose avait changé chez Marcus pendant ces quelques minutes où il était dans l'appartement avant même que la dispute ne commence. Thompson a regardé la femme sur le canapé. Elle pleurait doucement, ses mains jointes. Il lui a demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement ou la voix de Marcus avant que la dispute ne commence. Elle a levé les yeux vers lui, les yeux rouges, et a hoché lentement la tête. Elle a dit que oui, maintenant qu'il le mentionnait, Marcus avait semblé étrange. Quand il était d'abord arrivé, il avait été en colère mais cohérent, se disputant à propos de l'argent avec sa voix normale. Mais après avoir passé l'appel téléphonique à sa mère, quelque chose avait changé. Son expression était devenue vide un moment. Puis quand il avait recommencé à se disputer, sa voix avait semblé différente, plus profonde et plus dure. Elle avait pensé qu'il était juste devenu plus en colère. Mais en y repensant, cela avait été un changement inquiétant. C'est à ce moment-là qu'il était devenu physique, la poussant avec plus de violence que nécessaire pour une dispute à propos de quelques centaines de dollars. Rodriguez a appelé Thompson près de la table basse. Il avait examiné la lampe brisée et avait trouvé quelque chose d'incrusté dans la base. C'était un petit morceau de papier plié, jauni par le temps, qui avait apparemment été caché à l'intérieur de la base creuse de la lampe. Rodriguez l'a déplié soigneusement. Le papier contenait une note manuscrite à l'encre fanée. L'écriture était dans une langue qu'aucun des deux agents ne reconnaissait. Des symboles et des caractères qui ressemblaient vaguement au latin, mais n'étaient pas tout à fait corrects. Au bas de la note se trouvait un dessin d'un symbole. Un cercle avec des lignes qui se croisaient et d'étranges marques autour du périmètre. Thompson a photographié la note et l'a repliée, la plaçant dans un sac de preuves. Au cours des heures suivantes, l'enquête a procédé selon le protocole standard. La femme a été arrêtée et accusée d'agression. Son appartement a été traité comme une scène de crime. Des déclarations ont été prises de tous les témoins. Thompson a reçu des nouvelles de l'hôpital que Marcus était mort de ses blessures à 2h17 du matin, ce qui a requalifié l'accusation en homicide involontaire. Tout a suivi les procédures normales. Mais Thompson ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il n'y avait plus dans cette affaire qu'une simple dispute de drogue qui avait tourné à la violence. Il a passé ses heures de congé au cours des jours suivants à rechercher les symboles sur la note trouvée dans la base de la lampe. Il a consulté des professeurs à l'université locale qui se spécialisaient dans les langues anciennes et l'histoire occulte. Un professeur a identifié les symboles comme étant liés à des rituels médiévaux destinés à piéger ou liés des entités malveillantes. Le professeur a expliqué que certains objets étaient censés contenir ou retenir des forces obscures et que briser un tel objet pourrait potentiellement libérer ce qui avait été lié. C'était tout du folklore et de la superstition, bien sûr, mais le professeur trouvait académiquement intéressant que quelqu'un se soit donné la peine de créer une telle note et de la cacher à l'intérieur d'une lampe. Thompson a pensé au message vocal de la mère de Marcus, au changement dans sa voix. Il a pensé à la description par la femme des yeux de Marcus, qui se révulsait, et de son changement de personnalité. Il a pensé au timing de tout, comment la violence avait escaladé si soudainement après que Marcus eut passé cet appel téléphonique. Et il a pensé à la lampe brisée sur le sol et à la note ancienne qui avait été cachée à l'intérieur pendant qui sait combien de temps. L'explication rationnelle était que Marcus avait été sous l'emprise de drogue, que son comportement avait été erratique à cause de substances dans son système. Le rapport toxicologique confirmerait ou infirmerait cette théorie. Quand les résultats toxicologiques sont revenus 3 semaines plus tard, ils ont montré que Marcus n'avait aucune drogue ni alcool dans son système au moment de sa mort. Il avait été complètement sobre. Le médecin légiste a noté que c'était inhabituel étant donné les circonstances et les antécédents criminels des deux parties impliquées. Mais parfois les gens prenaient des décisions violentes sans influence chimique. L'affaire a été close avec la femme plaidant coupable d'homicide involontaire. Elle a reçu une peine de 6 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3. La justice s'était rendue selon le système. Mais Thompson n'a jamais oublié les détails qui ne collaient pas tout à fait. Il a gardé une copie de la photographie de cette étrange note dans ses dossiers personnels. Parfois tard dans la nuit pendant ses quarts, il la sortait et regardait ces symboles, se demandant ce qu'ils signifiaient vraiment. Il se demandait s'il y avait des forces dans le monde qui ne pouvaient pas être expliquées par le travail policier et la psychologie criminelle. Il se demandait si Marcus avait vraiment été possédé par quelque chose de malveillant dans ces dernières minutes de sa vie, quelque chose qui avait été libéré quand cette lampe s'était brisée. Et il se demandait combien d'autres cas dans sa carrière avaient des explications rationnelles qui ne couvraient que des mystères plus profonds que l'humanité n'était pas censée comprendre. Des années plus tard,
Thompson prendrait sa retraite des forces avec des citations et un dossier sans tâche, mais il n'a jamais dit à personne ses doutes concernant l'affaire Marcus. C'était plus facile d'accepter le récit officiel, de le classer comme juste un autre incident tragique de violence entre des personnes impliquées dans des activités criminelles. Certaines questions, Thompson l'a appris, valaient mieux rester sans réponse. Certains mystères étaient destinés à rester dans l'obscurité où ils appartenaient. L'agent Harris était dans le service depuis 6 ans, travaillant en patrouille et des missions occasionnelles de soutien aux détectives. Quand son superviseur s'est approché de lui à propos d'un projet spécial, Harris a accueilli le changement d'air par rapport à ses fonctions habituelles. La division des Cold Case avait besoin d'aide pour organiser leur salle de stockage des preuves, un espace sous-sol encombré qui avait accumulé des décennies de dossiers, de boîtes et de preuves physiques de crimes non résolus. La pièce était tombée en désordre après des coupes budgétaires qui avaient éliminé le poste de commis responsable de la maintenance du système de catalogage. Harris a été informé que le projet prendrait plusieurs semaines en travaillant pendant ces temps morts de quart. Cela semblait être un travail fastidieux mais simple. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait exposer une vérité sombre sur le département lui-même. La salle des preuves était exactement aussi chaotique que promis. Des étagères métalliques bordaient les murs du sol au plafond, remplies de boîtes en carton de taille variée. Chaque boîte était censée être étiquetée avec un numéro de dossier, une date et une brève description du contenu. Mais beaucoup de boîtes avaient des étiquettes fanées ou pas d'étiquettes du tout. Certaines étagères contenaient des objets qui avaient simplement été empilés là sans aucune organisation. Le travail de Harris était de passer par tout systématiquement, vérifier que chaque objet correspondait aux enregistrements de la base de données et réorganiser la pièce selon les protocoles appropriés. Cela allait être un projet long, mais Harris appréciait la solitude tranquille comparée au chaos du travail de patrouille. Il a commencé dans un coin et a travaillé méthodiquement le long de chaque étagère. La plupart des boîtes contenaient exactement ce que leurs étiquettes indiquaient. Des preuves de cambriolage, d'agression, d'arrestation pour drogue. Il ouvrait chaque boîte, photographiait le contenu, vérifiait par rapport à l'entrée de la base de données, mettait à jour l'enregistrement si nécessaire, et passait à la suite. C'était un travail monotone, mais nécessaire. Le département avait récemment perdu une affaire parce que l'avocat de la défense avait réussi à argumenter que les preuves avaient été mal manipulées à cause d'une documentation insuffisante. Le procureur voulait éviter des problèmes similaires dans les affaires futures, surtout les cold cases qui pourraient encore être poursuivis si de nouvelles pistes se développaient. Harris était à son 3e jour de projet quand il a trouvé la boîte sans étiquette. Elle était coincée dans le coin du fond d'une étagère du bas, cachée derrière plusieurs boîtes proprement étiquetées de la fin des années 1990. Le carton était vieux et légèrement détérioré, maintenu ensemble avec du ruban adhésif d'emballage qui avait jauni avec le temps. Il n'y avait aucun numéro de dossier, aucune date, aucune marque de quelque sorte. Harris l'a sortie avec précaution et l'a posée sur sa table de travail. Quand il l'a ouverte, sa première pensée a été que quelqu'un avait stocké par erreur des objets personnels dans la salle d'épreuve. La boîte contenait ce qui ressemblait à des souvenirs ou des objets de collection. Il y avait des photographies Polaroid, un journal à spirale et plusieurs petits objets, y compris des bijoux et un ruban de cheveux d'enfant. Harris a pris les photographies et a commencé à les regarder. Sa confusion s'est rapidement transformée en malaise. Les Polaroids montraient des femmes dans divers contextes. Certaines semblaient être des photos prises sur le vif sans la connaissance du sujet. D'autres montraient des femmes qui semblaient inconscientes ou entravées. Les images étaient assez dérangeantes pour que Harris reconnaisse immédiatement qu'il s'agissait de preuves potentielles dans des crimes graves. Il a posé les photos de côté et a ouvert le journal. Les entrées étaient datées, s'étendant de 1985 à 1998. Chaque entrée décrivait des activités de surveillance, suivre des femmes, apprendre leur routine, planifier des opportunités d'approche. L'écriture était soignée et méthodique, décrivant un comportement de harcèlement avec un détachement clinique. Harris a senti son estomac se retourner en lisant entrée après entrée, détaillant un comportement prédateur ciblant des femmes vulnérables. Certaines entrées se terminaient par des notes comme « contact réussi » ou « sujet acquis ». Harris a réalisé avec une horreur croissante qu'il lisait la documentation des activités d'un prédateur en série s'étendant sur plus d'une décennie. Il a immédiatement arrêté de lire et a tendu la main pour prendre son téléphone et appeler son superviseur. Cette preuve devait être examinée par des détectives immédiatement. Mais alors il a vu quelque chose qui l'a figé, son téléphone à la main. Au bas de chaque photographie Polaroid se trouvait une signature, pas imprimée ou tamponnée, mais signée à la main à l'encre bleue. La signature disait D. Morrison. Harris connaissait ce nom.
L'agent David Morrison avait été dans le service pendant 30 ans avant de prendre sa retraite en 2003. Il était mort d'une crise cardiaque en 2011. Harris ne l'avait jamais rencontré personnellement, mais la photo de Morrison était accrochée dans le couloir à l'extérieur du bureau des détectives aux côtés d'autres agents qui avaient reçu des citations au cours de leur carrière. Morrison avait été très respecté, même honoré pour son travail sur plusieurs affaires médiatiques dans les années 1990. Pourquoi sa signature serait-elle sur des photos de preuve de ce qui semblait être des cas de harcèlement et d'agression? Harris a posé son téléphone et a repris le journal, cette fois regardant plus attentivement les entrées. Il a recoupé les dates et descriptions avec son téléphone, cherchant en ligne des affaires de personnes disparues de ces années-là. Ce qu'il a trouvé lui a glacé le sang. 3 des femmes décrites en détail dans le journal correspondaient aux descriptions de femmes qui avaient disparu de la région pendant les années 1980 et 1990. Les affaires n'avaient jamais été résolues. Les femmes avaient simplement disparu, ne laissant aucune trace. La police à l'époque avait enquêté, mais n'avait trouvé aucune piste. Les affaires s'étaient refroidies et avaient finalement été classées, présomptivement stockées quelque part dans cette même salle d'épreuves. Harris a passé l'heure suivante à recouper d'autres entrées du journal avec des dossiers d'affaires historiques. Il a trouvé 5 femmes supplémentaires dont les disparitions correspondaient aux descriptions du journal en termes de date, de lieu et de description physique. 8 femmes au total, 8 affaires de personnes disparues non résolues s'étendant sur 13 ans. Et cette boîte contenant la documentation de leur harcèlement et de leur enlèvement présumé avait été cachée dans la salle d'épreuves sans numéro de dossier, sans enregistrement officiel, signé par un agent qui avait travaillé sur les enquêtes originales. Les implications étaient stupéfiantes. Soit l'agent Morrison avait collecté ces preuves pendant des enquêtes légitimes et avait échoué à les documenter correctement. Soit Morrison lui-même était le prédateur et cette boîte était sa collection personnelle de trophées. Harris a essayé de penser à des explications innocentes. Peut-être que Morrison menait une enquête non autorisée sur un suspect et gardait les preuves séparées pour une raison quelconque. Peut-être que la boîte avait été mal classée et que la signature était simplement la façon de Morrison de documenter sa manipulation des preuves. Mais aucune de ces explications ne résistait à l'examen. Il n'y avait aucune raison pour qu'un agent signe son propre nom sur des photos de victimes. Il n'y avait aucun protocole qui justifierait de cacher des preuves dans une boîte sans étiquette. Et les entrées du journal étaient écrites à la première personne, décrivant les activités de harcèlement comme si l'auteur les commettait, pas les enquêtait. Harris a appelé son superviseur et a expliqué ce qu'il avait trouvé. En 1 heure, 2 détectives des affaires internes sont arrivés à la salle d'épreuve. Ils ont examiné le contenu de la boîte pendant que Harris fournissait un compte-rendu détaillé de comment il l'avait découverte. Les expressions des détectives sont devenues de plus en plus sombres à mesure qu'ils examinaient les photographies et lisaient des sections du journal. Ils ont confisqué la boîte et ont instruit Harris de ne pas discuter de sa découverte avec qui que ce soit. L'affaire serait enquêtée en interne avant toute divulgation publique. Au cours des semaines suivantes, Harris a appris par des canaux informels et prudents ce que l'enquête avait découvert. Les détectives des affaires internes avaient fait correspondre les objets de la boîte à 6 des 8 femmes disparues décrites dans le journal. Les bijoux et le ruban de cheveux appartenaient à 2 des victimes, confirmés par des membres de la famille qui avaient encore des photos montrant leurs proches portant ces objets exacts. Les Polaroids avaient été analysés et confirmés comme de vraies photographies de la bonne période. L'écriture du journal avait été comparée à des échantillons du dossier personnel de l'agent Morrison et avait été déterminée comme correspondante. La conclusion était inévitable. L'agent David Morrison avait été un prédateur en série qui avait utilisé sa position dans les forces de l'ordre pour harceler et enlever des femmes sur une période d'au moins 13 ans. Il avait gardé des preuves de ses crimes cachés dans la propre salle d'épreuves du département, confiant que l'état désorganisé de l'installation empêcherait la découverte, et il avait eu raison pendant des décennies. Morrison avait pris sa retraite avec tous les honneurs, avait vécu ses années restantes comme un membre respecté de la communauté, et était mort sans jamais faire face à la justice pour ses crimes. Les familles des victimes avaient passé des décennies à se demander ce qui était arrivé à leurs filles, sœurs et mères, ne sachant jamais que la vérité était enfermée dans une boîte dans le sous-sol du département de police. Le département faisait face à une décision impossible. Révéler les crimes de Morrison apporterait une conclusion aux familles des victimes et permettrait aux affaires d'être officiellement résolues. Mais cela exposerait aussi le fait qu'un prédateur avait opéré au sein du département pendant des années sans être détecté. Cela soulèverait des questions sur la supervision, la responsabilité, et combien d'autres agents auraient pu savoir ou soupçonner quelque chose. Le scandale nuirait à la confiance du public et pourrait potentiellement ouvrir le département à des poursuites judiciaires de la part des familles des victimes. Après des semaines de débats internes, le département a fait son choix. Une conférence de presse a été tenue. Le chef de police a annoncé que de nouvelles preuves avaient été découvertes dans 6 enquêtes de cold case sur des personnes disparues.
Les preuves pointaient vers un individu décédé qui ne pouvait pas être poursuivi, mais dont l'identité serait révélée pour apporter une conclusion aux familles. Le nom de l'agent David Morrison a été rendu public. Sa photo a été retirée du couloir des honneurs. Les familles des victimes ont été informées en privé avant l'annonce publique. Certaines ont exprimé un soulagement de connaître enfin la vérité. D'autres ont exprimé de la colère que Morrison ait échappé à la justice. Toutes ont déposé des poursuites contre le département pour négligence de supervision et incapacité à protéger le public d'une menace connue. Bien que le département ait maintenu que les crimes de Morrison étaient complètement inconnus jusqu'à la découverte de la boîte de preuves. Harris a terminé son projet de réorganisation de la salle des preuves au cours des mois suivants. Il n'a trouvé aucune autre boîte cachée ou preuve non documentée. Mais le travail avait perdu sa solitude paisible. Chaque boîte qu'il ouvrait portait maintenant la possibilité de contenir un autre terrible secret. Il pensait constamment aux femmes dont les vies avaient été volées par quelqu'un qui aurait dû les protéger. Il pensait à la facilité avec laquelle les crimes de Morrison auraient pu ne jamais être découverts si les coupes budgétaires n'avaient pas nécessité la réorganisation de la salle des preuves. Combien d'autres départements avaient des secrets similaires cachés dans leur sous-sol attendant d'être trouvés? Finalement, Harris a demandé un transfert vers une division différente. Il ne pouvait pas continuer à travailler dans la salle des preuves sachant ce qu'elle avait caché. Son superviseur a accordé le transfert sans question, comprenant que certaines découvertes laissaient des marques permanentes sur ceux qui les faisaient. Harris est retourné au travail de patrouille, mais il a été changé par ce qu'il avait trouvé. Il regardait maintenant les agents chevronnés différemment, se demandant quel secret ils pourraient porter. Il comprenait que l'uniforme ne garantissait pas l'honneur, et que les pires monstres se cachaient parfois derrière des badges et des serments. C'était une leçon amère, mais qui le rendait plus déterminé à être le genre d'agent qui défendait le vrai sens de la justice, pas la version corrompue que Morrison avait représentée. L'agent Clark était dans le service depuis 3 ans quand il a répondu pour la première fois à un appel au 1847 rue Ashwood. C'était une vérification de bien-être de routine demandée par une voisine inquiète qui n'avait pas vu le résident âgé depuis plusieurs jours. Quand Clark est arrivé sur la propriété, il a trouvé une maison abandonnée avec des fenêtres barricadées et une cour avant envahie par les mauvaises herbes. La voisine qui avait fait l'appel s'est excusée abondamment, disant qu'elle devait s'être trompée d'adresse. Clark a déposé un rapport notant que la maison était vacante et n'y a plus pensé. Mais ce n'était que la première fois. Au cours des 3 années suivantes, Clark répondrait 16 fois de plus au 1847 rue Ashwood, et chaque visite deviendrait progressivement plus inquiétante jusqu'à l'appel final qui le ferait remettre en question tout ce qu'il pensait comprendre sur la réalité. Le deuxième appel est arrivé 4 mois après le premier. Cette fois, c'était une plainte pour tapage nocturne. Un résident à 2 pâtés de maison a signalé avoir entendu des cris venant de la direction de la rue Ashwood au milieu de la nuit. Clark a été envoyé avec son partenaire pour enquêter. Ils ont roulé lentement dans la rue, fenêtres baissées, écoutant toute perturbation. Quand ils ont atteint le 1847 rue Ashwood, la même maison abandonnée se tenait silencieuse et sombre. Ils ont vérifié la propriété, n'ont trouvé aucun signe d'entrée ou d'activité, et ont conclu que le plaignant s'était trompé d'emplacement. Le troisième appel était un cambriolage suspect. Quelqu'un passant en voiture a prétendu avoir vu des faisceaux de lampes de poche se déplacer à l'intérieur de la maison. Encore une fois, Clark a répondu. Encore une fois, il n'a rien trouvé. Après le 5e ou 6e appel, Clark a commencé à remarquer le schéma. Chaque appel venait d'une personne différente signalant différentes préoccupations, mais ils identifiaient tous le 1847 rue Ashwood comme la source du problème. Des disputes domestiques, des véhicules suspects, d'éventuels intrus, des sons de détresse. Les appels venaient à divers moments, jour et nuit, avec des semaines ou parfois des mois entre eux. Mais le résultat était toujours le même. Au moment où la police arrivait, il n'y avait rien à trouver. Pas de gens, pas de véhicules, aucune preuve que quiconque avait été sur la propriété. Clark a mentionné l'étrange schéma à son sergent qui a tiré l'historique de l'adresse. L'enregistrement montrait que le 1847 rue Ashwood avait été le site d'un meurtre-suicide en octobre 2009. Un homme nommé Gerald Vance avait tué sa femme, puis s'était suicidé à l'intérieur de la maison. La propriété avait été saisie par la banque après être restée sur le marché pendant 2 ans sans acheteur. La maison était vide depuis lors, se détériorant lentement tandis que des vandales s'y introduisaient occasionnellement et que le quartier déclinait autour d'elle. Mais voici la partie étrange. Les appels au 911 concernant l'adresse avaient commencé en 2010, juste quelques mois après le meurtre-suicide, et avaient continué régulièrement pendant plus d'1 décennie. Des dizaines d'appels de personnes différentes, tous signalant une activité dans une maison abandonnée où aucune activité n'était possible.
Le sergent de Clark a suggéré que la maison avait simplement gagné une réputation dans le quartier comme un endroit où de mauvaises choses se produisaient et que les résidents étaient hyper vigilants à l'égard de toute perturbation réelle ou imaginaire à proximité. Les gens entendaient des sons d'autres maisons et identifiaient à tort la source comme venant de la maison du meurtre notoire. Cela avait du sens logiquement et Clark a accepté cette explication. Mais alors qu'il continuait à répondre aux appels au 1847 rue Ashwood, il a commencé à douter du récit rationnel parce que certains des appels ne venaient pas des voisins. Ils venaient de l'intérieur de la maison. Le système de répartition de la police montrait le numéro de téléphone et l'emplacement pour chaque appel au 911. La plupart des appels venaient de téléphones portables avec des emplacements approximatifs de tours. Mais à partir de la 8e ou 9e réponse de Clark au 1847 rue Ashwood, plusieurs des appels se sont montrés comme provenant d'une ligne fixe à cette adresse exacte. La première fois que Clark a remarqué cela, il a supposé que c'était une erreur dans le système. Mais quand cela s'est reproduit, il a demandé à la répartitrice de vérifier. La répartitrice a confirmé que l'appel venait de la ligne fixe enregistrée au 1847 rue Ashwood, un numéro qui avait été déconnecté par la compagnie téléphonique en 2009 après le meurtre-suicide. D'une manière ou d'une autre, des appels étaient passés depuis une ligne téléphonique qui n'existait pas, depuis une maison où personne ne vivait. Clark a recherché le phénomène et a trouvé que de vieilles lignes téléphoniques peuvent parfois croiser des signaux ou créer des connexions fantômes, surtout dans des zones avec une infrastructure obsolète. Cela semblait être une explication raisonnable, jusqu'à ce qu'il réponde réellement à un de ces appels. Cela s'est passé un mardi soir en novembre. Clark était en patrouille quand la répartition a annoncé par radio qu'un appel au 911 venait d'être reçu du 1847 rue Ashwood. L'appelant n'avait pas parlé, mais la répartition pouvait entendre un bruit de fond avant que la ligne ne se déconnecte. Clark n'était qu'à 3 pâtés de maison. Il a dit à la répartition qu'il irait vérifier et est arrivé à la maison en 2 minutes. Comme toujours, la maison était sombre et semblait intacte. Mais cette fois, l'instinct de Clark lui disait que quelque chose était différent. Il se tenait sur la pelouse envahie, regardant les fenêtres barricadées, et ressentait un sentiment accablant d'être observé. Sa radio a crépité et la répartition est revenue. Un autre appel au 911 venait de l'adresse Ashwood en ce moment même pendant que Clark se tenait dehors. La répartition a demandé s'il pouvait voir quelqu'un à l'intérieur. Clark a dit non, mais qu'il allait enquêter. Il s'est approché de la porte d'entrée qui était sécurisée avec un cadenas. Les fenêtres étaient toutes barricadées de l'extérieur sans moyen de voir à l'intérieur. Il a fait le tour du périmètre de la maison et n'a trouvé aucun signe d'entrée. Puis son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant montrait le numéro du 1847 rue Ashwood. Clark a répondu. Pendant plusieurs secondes, il y a eu silence. Puis il a entendu de la respiration à l'autre bout. Une respiration lourde et difficile comme quelqu'un en détresse. Clark s'est identifié et a demandé qui appelait. La respiration a continué. Puis une voix a parlé, déformée et à peine audible. Elle a dit son nom, Clark. Juste son nom de famille, prononcé dans un chuchotement rauque. La ligne s'est coupée. Clark a immédiatement demandé du renfort par radio et a dégainé son arme. Si quelqu'un était à l'intérieur de cette maison avec accès à un téléphone, ils étaient en infraction et potentiellement dangereux. Plus inquiétant était le fait qu'ils connaissaient son nom. 3 autres unités ont répondu en quelques minutes. Les agents ont forcé l'entrée par la porte d'entrée et ont vidé la maison pièce par pièce avec des lampes de poche. L'intérieur était exactement ce à quoi on s'attendrait d'une propriété abandonnée. Dommages causés par l'eau, papier peint et cahiers, ordures laissées par des squatteurs et des vandales. Dans la chambre principale, ils ont trouvé les taches sur la moquette où les corps avaient été découverts des années plus tôt. Mais il n'y avait personne à l'intérieur. Aucun équipement téléphonique. Aucun moyen pour quiconque d'avoir passé ces appels. Les agents ont mené une recherche approfondie, vérifiant chaque placard, chaque coin, même l'espace rampant sous la maison. Rien. Le sergent de Clark a ordonné une enquête technique. La compagnie téléphonique a envoyé un technicien pour vérifier l'état de la ligne fixe. Le technicien a confirmé que la ligne vers le 1847 rue Ashwood avait été déconnectée en 2009. La ligne téléphonique physique avait été coupée au boîtier de jonction de rue. Il n'y avait aucun moyen possible pour que ce numéro passe des appels. Pourtant, les journaux du système 911 montraient plusieurs appels de ce numéro exact au cours des plusieurs années précédentes, y compris ceux qui venaient de se produire pendant que les agents étaient sur les lieux. Le technicien n'avait aucune explication de comment cela était possible. Au cours des mois suivants, les appels du 1847 rue Ashwood ont continué. Clark répondait chaque fois, et chaque fois il ne trouvait rien. Mais les appels sont devenus plus dérangeants. Parfois quand il répondait, son téléphone sonnait depuis ce numéro et il entendait des voix en arrière-plan. Des pleurs, des disputes,
des sons cohérents avec une dispute domestique. Une fois, il a entendu ce qui ressemblait à une femme qui criait, suivi de 2 forts bruits secs, comme des coups de feu, puis le silence. Chaque fois, il se précipitait vers la maison et la trouvait vide. Clark est devenu obsédé par la compréhension de ce qui se passait. Il a recherché l'histoire de Gerald et Patricia Vance, le couple qui était mort dans la maison. Il a interviewé des voisins qui se souvenaient d'eux. Il décrivait un mariage malheureux, des disputes fréquentes, des appels à la police pour des troubles domestiques. Gerald avait été contrôlant et abusif. Patricia avait essayé de le quitter plusieurs fois, mais revenait toujours. La nuit du meurtre-suicide, les voisins avaient entendu des cris, puis des hurlements, puis des coups de feu. La police était arrivée pour trouver les 2 morts. Gerald avait tiré sur Patricia dans la chambre, puis s'était retourné l'arme contre lui-même. L'affaire était simple, close rapidement et classée. Mais Clark a découvert quelque chose d'étrange dans les vieux dossiers d'affaires. Dans les semaines précédant le meurtre-suicide, Patricia Vance avait appelé le 911 plusieurs fois, signalant que son mari la menaçait. Chaque fois, la police répondait et trouvait Gerald calme et coopératif. Patricia retirait ses accusations, disant qu'elle avait exagéré. Les agents documentaient les appels, mais ne faisaient pas d'arrestation. Après le meurtre, il y avait eu des discussions internes sur le fait que le département avait échoué à protéger Patricia, mais finalement il a été décidé que les agents avaient suivi les procédures appropriées. Il n'y avait aucun moyen de savoir que Gerald escaladerait jusqu'au meurtre. Le dernier appel au 911 de Patricia était venu la nuit où elle est morte. Elle avait dit à la répartitrice que son mari avait une arme et allait la tuer. Au moment où la police est arrivée, les 2 étaient déjà morts. Clark a réalisé que les appels au 1847 rue Ashwood correspondaient au schéma des appels de Patricia au secours. Ils étaient désespérés, récurrents, et apparemment impossibles à vérifier ou résoudre. C'était comme si ces derniers moments terrifiés avaient laissé une empreinte sur cette maison, un écho psychique qui continuait à tendre la main à travers des lignes téléphoniques déconnectées, implorant de l'aide qui ne viendrait jamais. Clark savait à quel point cela semblait insensé. Il était un agent de police formé pour traiter avec des faits et des preuves, pas des histoires de fantômes. Mais il ne pouvait pas nier ce qu'il avait vécu. Les appels étaient réels. La voix disant son nom était réelle. Quoi qu'il se passait au 1847 rue Ashwood transcendait l'explication normale. Lors de la 17e et dernière réponse de Clark à l'adresse, il a pris une décision. Il est entré dans la maison seul, sans renfort, sans dire à personne où il allait. Il devait affronter ce qui était dans cette maison pour le comprendre ou le faire cesser. Il a traversé les pièces avec sa lampe de poche, appelant Patricia Vance par son nom. Il lui a dit qu'il était désolé que personne ne l'ait aidé à temps. Il a dit que son mari ne pouvait plus lui faire de mal. La maison restait silencieuse. Puis sa lampe de poche a vacillé et s'est éteinte. Dans l'obscurité, il a entendu des pas se déplacer sur le plancher au-dessus de lui. Il a entendu une porte claquer. Il a entendu cette même respiration rauque des appels téléphoniques juste derrière lui dans le noir. Clark Akuru. Il est sorti de cette maison et s'est enfui en voiture. Et il a déposé sa demande de transfert le lendemain matin. Clark a déménagé vers un autre district de l'autre côté de la ville. Il n'a jamais répondu à un autre appel au 1847 rue Ashwood. Mais selon les dossiers du département, les appels de cette adresse continuent à ce jour. D'autres agents répondent, ne trouvent rien, déposent des rapports et passent à autre chose. La plupart d'entre eux pensent probablement que ce sont juste des problèmes de système ou des farces de quartier. Mais Clark sait mieux. Certains endroits retiennent leur traumatisme, rejouant leurs pires moments comme des enregistrements qui ne s'arrêtent jamais. Et certains appels au secours résonnent pour toujours, sans réponse, attendant quelqu'un assez brave ou assez fou pour écouter enfin. L'agent Lewis avait effectué des milliers de contrôles routiers pendant ses 7 ans en patrouille. La routine était toujours la même. Gyrophares et sirènes. Faire s'arrêter le véhicule. S'approcher avec prudence. Vérifier le permis et la carte grise. Dresser un procès-verbal ou un avertissement. Passer à autre chose. La plupart des contrôles étaient sans histoire. Excès de vitesse, feux arrière cassés, vignettes expirées. Occasionnellement, il y aurait une arrestation pour mandat d'arrêt ou possession de drogue, mais ces situations suivaient des schémas prévisibles. Lewis était fier de sa capacité à lire les gens et à évaluer les menaces rapidement. Il faisait confiance à ses instincts et à sa formation. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à ce qui s'est passé sur la route 9 juste après minuit par une nuit sans lune de novembre. Lewis travaillait le quart de nuit, patrouillant le tronçon rural de la route qui reliait 2 petites villes. Le trafic était léger à cette heure, principalement des camionneurs de longue distance et l'occasionnel navetteur rentrant chez lui d'un quart tardif.
Il était garé à son endroit habituel près du repère kilométrique 47, contrôlant la vitesse au radar quand une berline sombre est passée à 93 km/h dans une zone de 88 km/h. Techniquement au-dessus de la limite, mais Lewis ne ferait normalement pas arrêter quelqu'un pour 5 km/h. Cependant, alors que la berline passait sous un lampadaire, il a remarqué que le feu arrière droit était éteint. C'était une violation de sécurité légitime. Il s'est engagé sur la route et a allumé ses lumières. La berline a immédiatement ralenti et s'est rangée sur le bas-côté. Aucune tentative de fuite ou de retard. Le conducteur était coopératif, ce que Lewis appréciait. Il a annoncé le contrôle à la répartition, fournissant le numéro de plaque d'immatriculation et son emplacement. Puis il s'est approché du véhicule côté conducteur, sa lampe de poche à la main et son autre main reposant près de son arme. Procedure standard. La fenêtre du conducteur s'est baissée alors que Lewis s'approchait. À l'intérieur se trouvait un homme qui semblait avoir la quarantaine, portant une chemise boutonnée et des lunettes. Il ressemblait à un comptable ou un employé de bureau. Rien de menaçant chez lui. Lewis s'est présenté et a expliqué le motif du contrôle. L'homme a hoché la tête et a tendu la main pour son portefeuille sans qu'on le lui demande. Il a remis son permis de conduire poliment. Lewis LA examine. Le nom était Michael Harrison. Adresse dans le comté voisin. Aucun signe évident de falsification ou de contrefaçon. La photo correspondait à l'homme au volant. Lewis a demandé la carte grise et l'assurance du véhicule. L'homme a ouvert la boîte à gants et a récupéré les documents, les remettant avec la même coopération calme. Tout semblait complètement normal. Lewis est retourné à sa voiture de patrouille pour faire vérifier les informations dans le système. Il a entré le numéro de plaque dans l'ordinateur et a attendu les résultats. Le système a pris plus de temps que d'habitude pour répondre, ce qui n'était pas rare sur les ordinateurs plus anciens des voitures de patrouille. Quand les résultats sont finalement apparus, Lewis a senti sa première étincelle de confusion. Le numéro de plaque n'a retourné aucun résultat, pas suspendu, pas volé, juste rien. Le système ne montrait aucun véhicule enregistré à ce numéro de plaque dans aucune base de données étatique. Lewis a réessayé, entrant soigneusement à nouveau les chiffres et les lettres. Même résultat. Aucun véhicule trouvé. Il a essayé le numéro de série du véhicule sur la carte grise. Encore une fois, rien. Le numéro de série n'existait dans aucun enregistrement. Lewis était assis dans sa voiture de patrouille, regardant l'écran d'ordinateur, essayant de donner un sens à ce qu'il voyait. Un véhicule ne pouvait pas être sur la route sans immatriculation. Chaque voiture, camion et moto devait être enregistrée auprès d'un DMV étatique et se voir attribuer un numéro de série lors de la fabrication. Il n'y avait aucun moyen pour un véhicule de simplement ne pas exister dans le système à moins que les plaques soient fausses ou que le numéro de série ait été retiré et remplacé par un faux numéro. Mais les plaques et le numéro de série semblaient légitimes, pas fait maison ou trafiqués. Cela devenait suspect rapidement. Lewis a appelé la répartition et a expliqué la situation. La répartitrice a refait vérifier les informations de son côté et a confirmé les mêmes résultats. Aucun enregistrement du véhicule ou du numéro de série. Elle a demandé si Lewis voulait du renfort. Il a considéré mais a décidé de s'approcher du conducteur à nouveau d'abord et d'obtenir des clarifications avant d'escalader la situation. Peut-être qu'il y avait une explication simple. Peut-être que l'immatriculation avait été récemment traitée et n'était pas encore entrée dans le système. Lewis est sorti de sa voiture de patrouille et est retourné vers la berline, ses instincts maintenant en alerte maximale. Alors qu'il s'approchait à nouveau de la fenêtre du conducteur, Lewis a braqué sa lampe de poche dans le véhicule pour avoir un meilleur aperçu de l'intérieur. La banquette arrière était vide sauf pour une mallette et une veste. Rien d'inhabituel. Mais alors que sa lumière balayait la voiture, il a remarqué quelque chose qui l'a fait s'arrêter. Le reflet du conducteur dans le rétroviseur ne correspondait pas à l'homme assis au volant. Le reflet montrait quelqu'un de plus jeune avec des traits faciaux différents et sans lunettes. Lewis a cligné des yeux et a regardé à nouveau. Le reflet était revenu à la normale, correspondant au conducteur. Il s'est convaincu que c'était un jeu de lumière ou l'angle de sa lampe de poche. Lewis a demandé au conducteur au sujet du problème d'immatriculation. L'homme a semblé confus et a dit que la voiture était correctement enregistrée, qu'il venait de renouveler l'immatriculation il y a 2 mois. Il semblait sincèrement perplexe par le problème. Lewis lui a demandé de sortir du véhicule. L'homme a obéi sans protester, ouvrant la porte et se tenant à côté de la voiture. Lewis a demandé s'il y avait quoi que ce soit dans le véhicule dont Lewis devrait être informé. Des armes, de la drogue ou des objets illégaux. L'homme a dit non. Lewis a demandé s'il pouvait fouiller le véhicule. L'homme a hésité, puis a dit oui. Lewis a commencé à fouiller la voiture pendant que l'homme se tenait sur le bas-côté en regardant.
Les sièges avant n'ont révélé rien d'inhabituel. Documents d'immatriculation et d'assurance dans la boîte à gants, un chargeur de téléphone dans la console centrale, une bouteille d'eau à moitié vide dans le porte-gobelet. Lewis s'est passé à la banquette arrière. La mallette était déverrouillée. À l'intérieur se trouvaient des papiers, ce qui ressemblait à des documents financiers ou des rapports de travail. La veste sur la banquette arrière n'avait rien dans les poches. Lewis allait conclure la fouille quand il a remarqué quelque chose d'étrange à propos de la porte arrière côté passager. Elle était légèrement entrouverte, pas complètement fermée. Lewis n'avait pas vu la porte s'ouvrir. Il a regardé l'homme debout à l'avant de la voiture. L'homme le regardait, mais ne disait rien. Lewis a ouvert complètement la porte arrière pour vérifier si quelque chose empêchait de la fermer correctement. Alors que la porte s'ouvrait en grand, il a regardé sur la banquette arrière et s'est figé. Assis sur la banquette arrière se trouvait une figure. Une personne. Quelqu'un avait été là tout le temps, assis parfaitement immobile dans l'ombre où Lewis ne les avait pas vus quand il avait d'abord braqué sa lumière à travers les fenêtres. La figure portait des vêtements sombres et avait la tête baissée comme si elle dormait. Lewis a immédiatement dégainé son arme et a ordonné à la personne de montrer ses mains et de sortir du véhicule. La figure n'a pas bougé. Lewis a crié la commande à nouveau, son cœur battant la chamade. Toujours pas de réponse. Il a tendu la main prudemment et a touché l'épaule de la figure. Au moment où sa main a fait contact, la figure s'est effondrée. Elle est tombée sur le côté sur le siège, et Lewis a réalisé avec horreur que ce n'était pas une personne. C'étaient des vêtements arrangés pour ressembler à une personne, rembourrés avec quelque chose pour leur donner une forme, un leurre. Mais pourquoi quelqu'un créerait-il un faux passager? Lewis a levé les yeux vers le conducteur, qui se tenait toujours calmement à l'avant de la voiture. Leurs regards se sont croisés. Le conducteur a souri. Ce n'était pas un sourire amical. Lewis a ordonné à l'homme de se mettre au sol. L'homme n'a pas obéi. Au lieu de cela, il s'est retourné et a commencé à s'éloigner de la voiture, se déplaçant vers l'obscurité au-delà du bas-côté de la route. Lewis lui a crié d'arrêter. L'homme a continué à marcher. Lewis a couru après lui, tendant la main pour attraper son bras. Sa main a traversé l'air vide. L'homme était là. Lewis pouvait le voir clairement, mais sa main n'a trouvé rien de solide à saisir. Lewis a réessayé avec le même résultat. C'était comme si l'homme n'était pas physiquement présent, juste une image ou une projection. Lewis s'est reculé, son esprit luttant pour traiter ce qui se passait. Il a dégainé son arme et l'a braqué sur la figure, criant des ordres qui restaient sans réponse. L'homme a arrêté de marcher et s'est retourné pour faire face à Lewis. Puis son apparence a commencé à changer. Ses traits se sont déplacés, devenant plus jeunes puis plus vieux, passant par différents visages trop vite pour suivre. Ses vêtements changeaient de couleur. Sa taille semblait fluctuer. Lewis regardait quelque chose qui n'était pas humain, quelque chose qui ressemblait seulement à une personne. La figure a parlé. Sa voix était superposée, plusieurs voix parlant à l'unisson. Elle a dit que Lewis avait été choisi pour témoigner, que les frontières étaient plus minces ici, que d'autres viendraient. Puis elle s'est retournée et a marché dans l'obscurité au-delà de la route, s'effaçant de la vue en quelques secondes. Lewis se tenait sur le bas-côté de la route 9, respirant fort, son arme toujours dégainée, regardant dans la nuit vide. La berline était toujours là, feux allumés et porte arrière ouverte. Le faux passager était toujours arrangé sur la banquette arrière. Lewis a demandé du renfort par radio, sa voix tremblante alors qu'il essayait d'expliquer ce qui venait de se passer. 2 unités ont répondu et sont arrivées en 15 minutes. Au moment où elles sont arrivées, Lewis avait vérifié la berline minutieusement. Il n'y avait plus de permis de conduire ou de carte grise dans le véhicule, bien que Lewis soit certain d'avoir manipulé ses documents. La boîte à gants était vide. La mallette sur la banquette arrière avait disparu. Seul le mannequin de vêtements restait, arrangé pour ressembler à un passager endormi. Les agents répondants ont fouillé la zone, mais n'ont trouvé aucun signe du conducteur. Ils ont documenté le véhicule abandonné et ont appelé une dépanneuse. La berline a été mise en fourrière et examinée par des enquêteurs. Le numéro de série a été confirmé comme n'existant dans aucune base de données. Les plaques ont été retracées et trouvées comme ayant été signalées volées dans une casse dans un état voisin 3 ans plus tôt. Comment le véhicule était construit ou d'où il venait rester un mystère. Les vêtements utilisés pour créer le faux passager ont été analysés et déterminés comme étant des articles de détail courants disponibles dans n'importe quel grand magasin. Il n'y avait aucune empreinte digitale nulle part dans ou sur le véhicule, aucun ADN, aucune preuve matérielle qui identifierait qui avait conduit. Lewis a déposé un rapport officiel décrivant le contrôle routier et la disparition du conducteur. Il n'a pas inclus les détails sur le reflet changeant, l'incapacité à toucher physiquement le conducteur ou l'apparence changeante. Ces éléments l'auraient fait passer pour fou.
Mais, au cours des mois qui ont suivi, Lewis a continué à travailler sur la route 9 pendant le quart de nuit. Il a effectué des contrôles routiers comme toujours, suivant les mêmes procédures qu'il avait toujours suivies, mais il regardait maintenant chaque conducteur plus attentivement. Il cherchait des signes qu'ils pourraient ne pas être ce qu'ils semblaient être. Et parfois tard dans la nuit, quand la route était vide et sombre, il se garerait près du repère kilométrique 47 et surveillerait cette berline. Il ne l'a jamais revue, mais 2 fois il a vu d'autres véhicules qui ne retournaient aucun résultat quand il vérifiait leurs plaques. Les 2 fois, il les a laissés passer sans les arrêter. Certains mystères valaient mieux ne pas être investigués. Le détective Walker avait passé 12 ans à travailler sur des affaires d'homicide et pendant ce temps, il avait mené des centaines d'interrogatoires. Il avait interviewé des témoins qui ne pouvaient pas se souvenir de détails cruciaux. Il avait questionné des suspects qui mentaient avec une aisance pratiquée. Il s'était assis face à des tueurs qui ne montraient aucun remords et à des familles de victimes qui exigeaient une justice qu'il ne pouvait pas toujours fournir. Walker pensait avoir développé la capacité de lire les gens, de séparer la vérité du mensonge, de comprendre la psychologie des criminels. Mais rien dans sa formation ou son expérience ne l'avait préparé à l'entretien qu'il a mené avec Raymond Baker, un homme dans le couloir de la mort avec moins de 3 semaines jusqu'à son exécution prévue. Baker avait été condamné pour meurtre 12 ans plus tôt. L'affaire avait été simple. Baker avait tué son associé commercial pendant une dispute à propos d'argent, lui tirant 3 fois dans la poitrine dans le bureau de Baker après les heures de travail. Les caméras de sécurité montraient Baker arrivant seul au bâtiment de bureau à 21h30. Son associé est arrivé à 21h45. À 22h17, Baker a été vu quittant le bâtiment en portant un grand sac de sport. Le corps de son associé a été découvert le lendemain matin par l'équipe de nettoyage. Baker a été arrêté en 24 heures. L'arme du crime a été trouvée chez lui. Ses empreintes digitales étaient sur l'arme. La balistique correspondait. Le procès a duré 3 semaines et le jury a délibéré moins de 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. Baker a été condamné à mort. Pendant 12 ans, Baker avait maintenu son innocence malgré les preuves accablantes contre lui. Il avait déposé des appels qui ont été rejetés. Il avait donné des interviews à des journalistes affirmant qu'il avait été piégé. Ses avocats avaient épuisé toute avenue légale essayant de faire annuler la condamnation. Rien n'avait fonctionné. Les preuves étaient trop solides. L'affaire trop claire. Baker allait mourir pour son crime. Puis 3 semaines avant sa date d'exécution, Baker a contacté le bureau du procureur de district avec une demande inhabituelle. Il voulait parler à un détective des homicides à propos d'autres meurtres. Il prétendait avoir des informations sur des affaires non résolues et il fournirait les détails en échange de rien. Pas d'accord, pas de peine réduite, pas de sursis d'exécution. Il voulait juste se confesser avant de mourir. Walker a été assigné pour mener l'entretien. Le bureau du procureur était sceptique quant au fait que Baker ait des informations légitimes. Les détenus du couloir de la mort faisaient souvent de fausses confessions cherchant l'attention ou essayant de retarder leurs exécutions, mais la procédure exigeait que toutes les pistes soient investiguées, peu importe à quel point elles semblaient improbables. Walker a examiné minutieusement le dossier de Baker avant de conduire jusqu'à la prison d'État où Baker était détenu. Il a apporté un équipement d'enregistrement et une connaissance détaillée de chaque homicide non résolu de la région au cours des 20 dernières années. Si Baker allait confesser des meurtres supplémentaires, Walker serait capable de vérifier si les confessions étaient légitimes ou fabriquées. La salle d'entretien de la prison était petite et sans fenêtre, avec des murs en béton peint en gris institutionnel. Une table métallique était boulonnée au sol avec des chaises de chaque côté. Baker a été amené portant une combinaison orange et des entraves. Il avait 53 ans, maigre et pâle après des années d'incarcération. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Il s'est assis en face de Walker et a attendu pendant que les gardes retiraient ses menottes, bien que ses chevilles restent entravées au sol. Walker s'est présenté et a expliqué que leur conversation était enregistrée. Baker a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Walker a commencé avec des questions standards. Pourquoi Baker voulait-il parler maintenant? Quelles informations avait-il? Baker a dit qu'il avait passé 12 ans à penser à sa vie et aux choses qu'il avait faites. Il a dit que sa date d'exécution avait focalisé son esprit sur le besoin d'alléger sa conscience. Il a dit qu'il était coupable de plus que le meurtre pour lequel il avait été condamné. Il voulait confesser cet meurtre supplémentaire qui n'avait jamais été résolu. Walker lui a demandé de décrire ces meurtres. Baker a commencé à parler. Le premier cas que Baker a décrit était une femme qui avait été trouvée morte dans son appartement en 1998. La mort avait été jugée suicide. Elle avait pris des pilules et laissé un billet. Baker a dit que ce n'était pas un suicide.
Il a dit qu'il s'était introduit dans son appartement, l'avait forcé à prendre les pilules et avait écrit le billet lui-même, copiant son écriture à partir de documents qu'il avait trouvés dans son bureau. Il a décrit des détails sur la disposition de l'appartement qui étaient exacts. Il savait qu'une clé de rechange était cachée sous un pot de fleurs qui n'avait jamais été mentionné dans aucun rapport. Il a décrit le contenu du billet de suicide qui n'avait jamais été rendu public. Walker a senti les premiers frémissements de malaise. Ce n'était pas une fausse confession. Baker savait des choses que seul le tueur saurait. Baker a continué à décrire des cas. Un homme qui s'était noyé dans un accident de bateau en 2001. Baker a dit qu'il avait saboté le bateau. Une femme qui était morte dans un incendie de maison en 2004. Baker a dit qu'il avait allumé le feu. Cas après cas, Baker fournissait des détails qui correspondaient à des morts non résolues ou incorrectement résolues. Il décrivait les habitudes et les routines des victimes. Il connaissait des détails sur les scènes de crime qui n'avaient jamais été rendus publics. Walker a recoupé tout ce que Baker disait avec les dossiers d'affaires et chaque détail correspondait. Baker confessait de vrais meurtres qu'il avait réellement commis. Cette victime à travers 3 États s'étendant sur 15 ans. Cette famille qui n'avait jamais reçu de justice. Cette affaire qui serait maintenant résolue. L'entretien a duré 4 heures. Walker a rempli carnet après carnet de détails qui devraient être vérifiés par d'autres enquêteurs. Il a organisé des entretiens de suivi avec des détectives d'autres juridictions dont les affaires Baker avaient confessé. Tout semblait se dérouler exactement comme il se devait. Puis à mi-chemin de l'enregistrement, quelque chose a changé. Le comportement de Baker a changé. Sa voix, qui avait été calme et stable, a baissé dans le registre. Elle est devenue plus profonde, plus dure, presque gutturale. Sa posture arranque. Il s'est redressé, ses épaules carrées. Son expression faciale est passée de résignée à quelque chose que Walker ne pouvait pas tout à fait identifier. Pas en colère, pas effrayé, quelque chose d'autre, quelque chose de prédateur. Walker a remarqué le changement immédiatement, mais a continué avec ses questions. Il a demandé à Baker de décrire la 7e victime. Baker a commencé à parler, mais la voix sortant de sa bouche ne ressemblait plus à Baker. Le ton profond et dur a continué alors qu'il décrivait les détails d'un meurtre de 2008. Mais puis Baker a commencé à dire des choses qui n'étaient pas liées à l'affaire. Il a commencé à décrire la famille de Walker. Il a dit que la fille de Walker fréquentait l'école d'élémentaire Jefferson. Il a dit qu'elle rentrait à pied la plupart des jours, mais que parfois la femme de Walker venait la chercher dans le Honda bleu. Il a dit que la femme de Walker aimait faire ses courses au supermarché de la rue Oak le mardi après-midi. Il connaissait leur adresse. Il décrivait la disposition de leur maison. Il savait que Walker gardait son arme de service dans un coffre-fort dans le placard de la chambre. Walker a senti de la glace couler dans ses veines. Aucune de ces informations n'était publique. Baker était en prison depuis 12 ans. Il n'y avait aucun moyen pour lui de savoir quoi que ce soit sur la famille de Walker. Walker n'était même pas détective quand Baker avait été arrêté. Il n'avait aucune connexion. Walker a demandé à Baker comment il savait ces choses. Baker a souri. Ce n'était pas le sourire de Baker. L'expression sur son visage semblait fausse, comme quelqu'un portant un masque mal ajusté. La voix a dit qu'elle savait tout de Walker. Elle savait pour l'affaire qui avait mal tourné il y a 3 ans. Elle savait pour les preuves qui avaient été mal manipulées. Elle savait pour le suspect qui était parti libre à cause de cette erreur. Elle savait des choses que Walker n'avait jamais dites à personne. Walker a arrêté l'enregistrement. Il a appelé les gardes pour retirer Baker de la pièce. Alors que Baker était escorté dehors, il s'est retourné pour regarder Walker. Son expression était revenue à la normale. Sa voix était revenue à son ton habituel. Il avait l'air confus et a demandé ce qui s'était passé, pourquoi l'entretien était terminé. Il a dit qu'il avait plus d'informations à fournir. Walker n'a pas répondu. Il a rassemblé ses notes et son équipement d'enregistrement et a quitté la prison immédiatement. Dans sa voiture, il est resté assis longtemps essayant de traiter ce qui venait de se produire. Il a revu l'enregistrement. Le changement dans la voix de Baker était clair sur l'audio. La connaissance impossible sur la famille de Walker était documentée. Walker a rapporté l'incident à son superviseur. Ensemble, ils ont revu l'enregistrement plusieurs fois. Le superviseur a convenu que quelque chose d'inhabituel s'était produit mais ne pouvait pas l'expliquer. Un psychologue a été consulté. Elle a suggéré que Baker pourrait avoir présenté des symptômes de troubles dissociatifs de l'identité où différentes personnalités émergent sous le stress. Elle a dit qu'il était possible qu'une personnalité alternative ait accès à des informations que la personnalité principale de Baker ne rappelait pas consciemment. Peut-être que Baker avait recherché les détectives qui pourraient l'interviewer,
et son subconscient avait retenu ces informations. C'était une hypothèse, mais c'était la seule explication rationnelle disponible. Walker a demandé que quelqu'un d'autre termine les entretiens de suivi avec Becker. Sa demande a été refusée. Il était l'enquêteur principal sur les confessions. Il avait la compréhension la plus complète des affaires. Il devait finir ce qu'il avait commencé. Walker est retourné à la prison 2 jours plus tard pour continuer l'entretien. Cette fois, il a amené un autre détective avec lui comme témoin. Becker était coopératif et s'excusait pour ce qui s'était passé pendant la session précédente. Il a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit sur la famille de Walker. Il semblait sincere. Walker a repris les questions sur les meurtres. Becker a fourni des détails supplémentaires, emplacement de preuves qui n'avaient jamais été trouvés, explication de comment il avait évité la détection. Tout était utile et vérifiable. L'entretien s'est conclu sans incident. Walker a passé les 2 semaines suivantes à coordonner avec d'autres agences d'application de la loi pour vérifier les confessions de Becker. Des mandats de perquisition ont été exécutés. Des preuves ont été récupérées. Les familles des victimes ont été notifiées. Chaque confession s'est vérifiée. Becker avait commis les 7 meurtres exactement comme il les avait décrits. Les affaires ont été officiellement closes. La justice était rendue, même si cela arrivait 12 ans trop tard pour certaines familles. L'exécution de Becker a procédé comme prévu. Il a été mis à mort par injection létale le 14 novembre à 0h01. Walker n'a pas assisté. Dans les mois suivant l'exécution de Becker, Walker a continué à penser à ce moment dans la salle d'entretien quand la voix de Becker avait changé et que des connaissances impossibles s'étaient déversées. Il pensait au regard dans les yeux de Becker, au sentiment qu'il regardait quelque chose qui n'était pas entièrement humain. Il pensait à la facilité avec laquelle Becker avait accédé à des informations sur la famille de Walker qui auraient dû être privées. Walker a changé ses routines quotidiennes. Il a varié l'emploi du temps de sa femme. Il conduisait sa fille à l'école au lieu de la laisser marcher. Il a amélioré le système de sécurité de leur maison. Il a déplacé son arme de service à un emplacement différent. Il a pris des précautions contre une menace qui rationnellement ne devrait pas exister. Becker était mort. L'information avait été un tour ou une coïncidence ou expliquée par la psychologie. Mais Walker ne s'est jamais senti complètement en sécurité depuis. Parfois tard dans la nuit, il se réveillait avec le sentiment qu'il était observé. Il vérifiait les caméras de sécurité de sa maison et ne trouvait rien. Il allait voir sa fille endormie et ressentait un soulagement qu'elle était en sécurité. Il retournait se coucher et restait éveillé, se demandant s'il y avait des choses dans le monde qui ne pouvaient pas être expliquées par le travail policier et la psychologie criminelle. Des choses qui pouvaient habiter des corps humains et parler par des bouches humaines. Des choses qui connaissaient des secrets qu'elles ne devraient pas connaître. Walker n'a jamais trouvé de réponse à ces questions. Il a appris à vivre avec l'incertitude, avec la connaissance que certains mystères courent plus profondément que n'importe quel dossier d'affaires ne peut documenter. L'agent Allen était partenaire avec l'agent Davis depuis 4 ans. Ils avaient travaillé des centaines de cas ensemble, répondant à tout, des petits vols au vol à main armée. Ils connaissaient les habitudes de l'autre, faisaient confiance au jugement de l'autre, et avaient développé le genre de communication tacite qui ne vient qu'après des années de travailler côte à côte dans des situations dangereuses. Alors, quand Allen a entendu la panique dans la voix de Davis à la radio dans la nuit du 3 octobre 2019, il a su immédiatement que quelque chose allait terriblement mal. Davis ne paniquait pas. C'était le calme, le vétéran qui avait tout vu et restait stable sous la pression. Mais la voix venant par la radio d'Allen était frénétique, à peine cohérente, et remplie d'une peur qu'Allen n'avait jamais entendue de son partenaire auparavant. Davis avait été en train d'enquêter sur une série de cambriolages dans les zones rurales des environs du comté de Cumberland. Au cours des 6 mois précédents, 14 maisons de la zone avaient été cambriolées. Le schéma était inhabituel. Les maisons étaient toutes isolées, séparées des voisins par des hectares de terres agricoles ou de forêts. Les cambriolages se produisaient pendant la journée quand les résidents étaient au travail. Rien de valeur significative n'était jamais pris. De petits objets disparaissaient. De la nourriture des réfrigérateurs, des vêtements de rechange, des articles de toilette. C'était comme si quelqu'un vivait dans ces maisons pendant que les propriétaires étaient absents, prenant juste assez pour survivre, mais pas assez pour déclencher des enquêtes policières majeures. La plupart des victimes ne réalisaient même pas qu'elles avaient été cambriolées, jusqu'à ce qu'elles remarquent plusieurs petits objets manquants au fil du temps. Davis avait développé une théorie. Il croyait que le cambrioleur était sans abri ou itinérant, quelqu'un qui se déplaçait à travers le comté et utilisait les maisons vides comme abri temporaire. Davis avait identifié plusieurs bâtiments abandonnés de la zone qui pourraient servir de camp de base. L'un d'eux était l'ancien hôpital du comté de Cumberland,
Une structure de 3 étages qui avait été fermée depuis 2005 en raison de coupes budgétaires et du déclin du nombre de patients. Le bâtiment avait été programmé pour démolition plusieurs fois, mais le projet avait continué à être retardé en raison de problèmes de financement et de préoccupations environnementales concernant l'abattage de l'amiante. L'hôpital se tenait vide à la périphérie de la ville, clôturé et marqué de panneaux d'interdiction de passage qui étaient routinièrement ignorés par des vandales et des adolescents curieux. Davis s'était allé enquêter sur l'hôpital seul cette nuit d'octobre. Il n'avait pas demandé de renfort parce qu'il ne s'attendait pas à trouver qui que ce soit. Il faisait simplement de la reconnaissance, vérifiant le bâtiment pour voir s'il y avait des signes d'occupation récente. Allen patrouillait une section différente du comté quand Davis a appelé à la radio à 21h47 pour signaler qu'il était arrivé à l'hôpital et allait jeter un œil. Allen a accusé réception et a continué sa patrouille. 23 minutes plus tard, la voix de Davis a éclaté à la radio dans une transmission qui deviendrait une preuve cruciale dans l'enquête qui a suivi. La transmission était hachée et peu claire. Davis respirate fort, presque haletant. Ces mots venaient par fragments. Il a dit quelque chose à propos des murs. Il a dit qu'il était observé. Il a dit que quelqu'un avait été là tout le temps. Puis la transmission a coupé sur du statique. Allen a immédiatement répondu par radio, demandant à Davis de répéter et de clarifier son statut. Pas de réponse. Allen a appelé la répartition et a signalé que Davis ne répondait pas et pourrait être en détresse. Il a fourni l'emplacement et demandé une assistance immédiate. Puis Allen a fait demi-tour avec sa voiture de patrouille et a conduit à grande vitesse vers l'hôpital, ses lumières et sirènes coupant à travers les routes rurales sombres. Allen est arrivé à l'hôpital à 22h18. La voiture de patrouille de Davis était garée dans le parking en ruine devant l'entrée principale. La porte du conducteur était ouverte. Les lumières du véhicule étaient allumées et la radio transmettait encore, bien que personne ne parle. Allen pouvait entendre le statique et le crépitement occasionnel du canal ouvert. Il a dégainé son arme et s'est approché de la voiture de patrouille avec prudence. L'intérieur était vide. Le combiné radio de Davis était posé sur le siège, toujours enclenché pour transmettre. Sa lampe de poche était sur le tableau de bord. Son chapeau était sur le siège passager, mais Davis avait disparu. Allen est entré dans l'hôpital par l'entrée principale, qui était grande ouverte. L'intérieur était sombre, sauf pour le faisceau de sa lampe de poche. Le hall était rempli de débris, de dalles de plafond cassées et de meubles éparpillés laissés derrière quand l'hôpital a fermé. Des graffitis couvraient les murs. L'odeur de moisissure et de décomposition était accablante. Allen a appelé Davis, sa voix résonnant à travers les couloirs vides. Pas de réponse. Il a appelé la répartition et a signalé que Davis n'était pas avec son véhicule et qu'il entrait dans le bâtiment pour rechercher. La répartition a confirmé que les unités de renfort étaient en route. Temps d'arrivée estimé 8 minutes. Allen a parcouru le premier étage systématiquement, vidant les pièces une par une. Ancienne chambre de patients avec des lits encore en place. Salle d'examen avec du matériel depuis longtemps démonté pour pièces. Une cafétéria avec des tables renversées. Tout était recouvert de poussière et montrait des signes de dommages causés par les intempéries à cause de fenêtres cassées. Allen n'a trouvé aucun signe de Davis ou de qui que ce soit d'autre. Il s'est déplacé vers l'escalier et a monté au 2e étage. L'obscurité était presque absolue ici. Le faisceau de sa lampe de poche révélait d'autres pièces abandonnées et de longs couloirs qui s'étendaient dans l'ombre. Il a continué à appeler Davis, écoutant tout son de mouvement ou de réponse. Au 3e étage, Allen a trouvé le premier signe que quelqu'un vivait dans le bâtiment. Dans l'une des plus grandes pièces qui aurait pu être autrefois un service, il a découvert des preuves d'occupation récente. Il y avait des sacs de couchage arrangés sur le sol, des dizaines d'entre eux, au moins 20 ou 30, tous disposés en rangées ordonnées. Des contenants alimentaires et des bouteilles d'eau étaient empilés contre les murs. Des vêtements étaient suspendus à des cordes de fortune tendues entre des tuyaux exposés. Des lampes de poche et des lanternes à batterie étaient posées sur les rebords de fenêtres. Ce n'était pas un abri temporaire pour une personne sans abri. C'était un camp permanent pour un grand groupe. Allen a annoncé sa découverte à la répartition juste alors qu'il entendait des pas derrière lui. Il s'est retourné avec sa lampe de poche et son arme levée. Une figure se tenait dans l'embrasure de la porte, partiellement obscurcie par l'ombre. Allen a ordonné à la personne de montrer ses mains et de s'identifier. La figure est entrée dans la lumière. C'était un homme, peut-être 40 ans, portant des vêtements sales et transportant un sac à dos. Il a levé lentement la main. Allen a demandé où était Davis. L'homme a dit qu'il ne connaissait personne nommé Davis. Allen a demandé combien de personnes vivaient dans l'hôpital. L'homme a hésité, puis a dit qu'il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. Ils vivaient là depuis des mois,
se déplaçant à travers les bâtiments condamnés du comté, restant en avance sur les calendriers de démolition et les patrouilles de police. Ils étaient des squatteurs, des personnes sans abri qui avaient formé une communauté dans les espaces abandonnés que personne d'autre ne voulait. Allen a entendu d'autres pas. D'autres personnes émergeaient de l'ombre des couloirs, attirées par le son de voix et le faisceau de lampes de poche. En 1 minute, Allen était entouré de 15 personnes, toutes habillées dans des vêtements usés similaires, toutes le regardant avec des expressions méfiantes. Allen a gardé son arme dégainée, mais ne l'a pas braquée sur qui que ce soit spécifiquement. Il a demandé à nouveau au sujet de Davis. Une femme plus âgée dans le groupe a pris la parole. Elle a dit qu'un agent de police était passé plus tôt. Il s'était caché quand il l'avait entendu venir. Il l'avait observé depuis l'intérieur des murs. Le bâtiment avait des couloirs de service et des espaces de crawl derrière les chambres de patients, d'anciens points d'accès de maintenance qui permettaient à quelqu'un de se déplacer à travers le bâtiment sans être vu. Ils avaient utilisé ces passages pour éviter la détection pendant que Davis fouillait les étages. Mais Davis avait découvert l'un des panneaux d'accès et était entré dans les murs pour enquêter. Il l'avait entendu se déplacer à l'intérieur. Puis il avait entendu appeler à la radio, puis le silence. Allen a exigé qu'on lui montre où Davis était entré dans les murs. Le groupe l'a conduit de retour au 2e étage dans une chambre de patients où un panneau mural avait été retiré. Derrière le panneau se trouvait un passage étroit qui courait parallèlement au couloir principal. Allen s'est faufilé à travers avec sa lampe de poche, sa radio et son arme. Le passage était à peine assez large pour qu'il puisse se déplacer. Il faisait noir comme dans un four à l'exception du faisceau de sa lampe. Il pouvait voir des empreintes de pas dans l'épaisse poussière sur le sol. Des empreintes récentes menant plus profondément dans le passage. Il les a suivies. Le passage s'ouvrait sur un couloir de maintenance plus large qui se connectait à un escalier de service. Allen a descendu les escaliers, suivant les empreintes. Au bas se trouvait un niveau de sous-sol qui n'apparaissait sur aucun plan de bâtiment qu'il avait vu. Le sous-sol était un labyrinthe de salles de stockage, d'espaces mécaniques et de tunnels qui connectaient différentes parties du complexe hospitalier. La radio d'Allen fonctionnait à peine si profondément sous terre, seulement des éclats occasionnels de statique perçant. Il a continué à suivre les empreintes jusqu'à ce qu'il trouve Davis. Davis était assis avec son dos contre un mur dans une petite salle mécanique. Sa lampe de poche était éteinte. Il tenait sa radio mais ne transmettait pas. Quand le faisceau de la lampe d'Allen l'a trouvé, Davis a levé les yeux avec une expression de profond soulagement. Il n'était pas blessé mais clairement secoué. Allen l'a aidé à se lever et ils ont fait leur chemin de retour à travers les tunnels vers le bâtiment principal. Alors qu'ils montaient les escaliers de retour au 2e étage, Davis a expliqué ce qui s'était passé. Il avait été en train de suivre les passages dans les murs quand sa lampe de poche avait tombé en panne. Il s'était désorienté dans l'obscurité et ne pouvait pas retrouver son chemin. Il avait essayé d'appeler à la radio pour de l'aide, mais le signal ne transmettait pas depuis l'intérieur des murs. Il s'était assis pour conserver la batterie de son téléphone et attendre les secours, sachant qu'Allen viendrait le chercher. Au moment où Allen et Davis sont sortis du bâtiment, les renforts étaient arrivés. 6 voitures de patrouille étaient dans le parking avec une ambulance. Les squatteurs qui avaient vécu dans l'hôpital ont été détenus et interrogés. Leurs identités ont été documentées. Les services sociaux ont été appelés pour fournir une assistance. L'enquête sur les cambriolages a progressé rapidement une fois que les squatteurs ont été identifiés. 3 d'entre eux ont admis être entrés dans des maisons pendant la journée pour prendre des fournitures. Ils n'avaient pas eu l'intention de faire peur à qui que ce soit ou de causer du mal. Ils essayaient simplement de survivre. Ils ont été arrêtés et accusés de multiples chefs de cambriolage. Les autres du groupe ont été offerts un abri à travers des programmes d'assistance du comté. La plupart ont refusé et sont partis vers d'autres endroits. L'hôpital a été sécurisé et programmé pour une démolition immédiate. En 6 mois, il a été réduit en décombres et le terrain a été dégagé. L'affaire des cambriolages a été close avec des arrestations et des condamnations. Davis a reçu une citation pour son travail d'enquête qui a mené à l'identification des auteurs. Allen a reçu une reconnaissance pour son sauvetage réussi de son partenaire. Tout s'est bien terminé d'une perspective officielle. La justice était rendue. La communauté était plus sûre. 2 agents avaient accompli leur devoir avec distinction. Mais l'incident a laissé une marque permanente sur Allen et Davis. Leur partenariat n'a jamais été tout à fait le même après cette nuit. Davis avait vécu quelque chose dans ces passages sombres dont il parlait rarement. Le sentiment d'être observé par des dizaines d'yeux qu'il ne pouvait pas voir. La connaissance que des gens avaient vécu secrètement en plein jour pendant des mois sans être détectés. La vulnérabilité d'être perdu et sans défense dans l'obscurité sous un bâtiment.
Allen comprenait parce qu'il avait ressenti aussi quand il s'était faufilé à travers ces passages à la recherche de son partenaire. Le sentiment que le monde contenait des espaces cachés où des gens existaient en dehors de la société normale, invisibles et inconnus, jusqu'à ce que les circonstances les forcent à entrer dans la lumière. C'était dérangeant à un niveau fondamental qui n'avait rien à voir avec le danger ou la violence, et tout à voir avec la réalisation que la réalité était moins stable et connaissable qu'il avait cru.